Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là. Je vais tricher. Je suis sûre que les étudiants, ils aimeraient bien être à ma place. Comme présenté, je suis chef de cuisine et je me passionne pour tout ce qui touche à l'alimentation depuis mon plus jeune âge. D'ailleurs, j'ai des très très vieux souvenirs que j'aimerais vous partager sur la nourriture. Je me souviens la fois où j'ai chassé des escargots dans mon jardin parce que je trouvais ça croustillant. Je vous conseille pas. Ou la fois où j'ai provoqué la panique dans ma famille et parce qu'on me cherchait partout. J'étais dans un jardin où on faisait de la cueillette et je me suis endormie en dessous d'un magnifique pied d'haricots verts. C'était fabuleux. Bref, ma passion est arrivée très très tôt et c'était finalement quelque chose d'assez naturel pour moi. J'ai d'ailleurs longuement hésité entre l'agriculture et la cuisine, car pour moi, c'était presque la même chose. Mais bon, en tant que banlieusard, issu du 93, c'était quand même un pas d'aller de la ville à la gadoue et les bottes. Donc, j'ai choisi la cuisine, surtout que je suis extrêmement gourmande. J'ai eu un parcours assez éclectique que j'aimerais vous transmettre, car au début, pour me dégoûter, mes parents m'ont envoyé en stage. Alors, je vous explique un petit peu le concept du stage avec mes parents. Ils m'ont envoyé dans les commerces des quartiers qu'ils connaissaient, les bouchers, les maraîchers, les boulangers, les bistrots du coin. Ma mère m'a carrément fait travailler dans la cantine scolaire de son école, là où elle enseignait. Je vous dis pas, à 14 ans, avec mon filet à cheveux, j'étais magnifique. Mais malgré tous leurs efforts pour me dégoûter et me faire changer d'avis, eh ben, j'ai adoré. Je suis tombée amoureuse de ce métier, de ce grand métier qui englobe énormément de choses. J'ai donc intégré un bac technologique qui était quand même un joli compromis avec mes parents, car il y avait le mot bac. Et c'est là que j'ai fait mes premiers vrais apprentissages avec mes premiers vrais stages dans de très belles brasseries parisiennes. C'était incroyable. J'ai adoré la brigade, le rythme du service, les odeurs, les produits. C'était le paradis. Ça change d'ici, je vous l'assure. Et puis, j'apprends mon vrai métier, être en cuisine et cuisiner. Ça m'a suffi, moi, mais mes chefs m'ont poussé à faire des grandes écoles. Je les ai écoutés, donc je n'étais pas prête du tout, mais j'ai quand même intégré une grande école, l'Institut Paul Bocuse à Lyon. J'ai littéralement halluciné. Moi qui viens de banlieue, je suis arrivée aux portes ouvertes, c'était un château, j'ai failli ne pas y aller, hein, tellement j'avais peur. On avait fait 450 km avec mes parents et c'était le stress, clairement. Je ne me sentais pas à ma place, j'avais peur. Donc, j'ai pas pris la petite carte de Uno, mais j'ai failli. J'ai voulu changer mon esprit en me disant « c'est fait pour toi, ne t'inquiète pas, personne n'y verra rien. Tu vas duper tout le monde et tu vas y arriver. » Alors là, j'ai découvert les chefs meilleurs ouvriers de France, les MOF, les cuisines suréquipées avec des magnifiques casseroles toutes étincelantes, le restaurant d'application gastronomique, s'il vous plaît, le centre de recherche, les produits de luxe qu'on pouvait travailler, les vrais stages dans des établissements exceptionnels que je n'aurais jamais pu rêver, je vous l'assure. J'ai découvert tout un pan de la cuisine. J'ai côtoyé de près l'univers des chefs qui font aujourd'hui, voilà, de l'art. Bref, je soupçonnais même pas l'existence de certaines pratiques en cuisine et c'était exceptionnel. Et d'ailleurs, j'ai découvert l'art de tromper les cerveaux. J'y arrive, c'était ma transition. En vérité, l'art de tromper les cerveaux est partout en cuisine.
Comme on vient de le voir dans ma petite expérience personnelle, c'est extrêmement large la cuisine. Donc, j'ai essayé d'être assez concise. La cuisine, c'est large, donc c'est compliqué à expliquer. On a besoin de transformer les produits bruts que nous donne la nature pour nous nourrir. Et pour moi, transformer un produit, c'est cuisiner. Donc, qu'on le veuille ou non, qu'on cuisine ou pas, quelqu'un ou quelque chose le fait pour nous à un moment ou à un autre. Ça peut être une maman, un époux, un ami, un professionnel, un membre d'une brigade, un chef, dans tout type de lieu. Dans un restaurant de quartier, dans une cantine d'entreprise, dans le restaurant du dernier chef à la mode ou dans un fast-food. Ou ça peut être carrément fait par une usine, construit et créé par des chimistes, transformé et assemblé par des machines. Et chacun d'eux cuisine et a la capacité de tromper vos cerveaux. Car oui, quand on nous parle de tromper les cerveaux, franchement, la première chose que je me suis dit, c'est le trompe-l'œil. Cette fameuse épreuve de Top Chef que tout le monde redoute parce que personne ne sait faire. Parce que finalement, pour faire un trompe-l'œil, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie, de technique. Ce sont des prodiges, des grands chefs qui créent ce genre de perfectionnement et de tromperie au niveau de l'œil, du goût et des sens. C'est des moments inoubliables d'ailleurs quand on vous trompe votre cerveau, lorsqu'on vous propose un trompe-l'œil. C'est inoubliable, ça crée des souvenirs, parce que lorsqu'on croit manger un œuf au plat, en fait c'est une tarte citron. Franchement, ça m'en bouche un coin. Mais ça serait comme penser uniquement à Gérard Majax ou à David Copperfield quand on parle de magie. À l'opposé, mais qui font tout aussi de la magie, il y a aussi les pickpockets de Montparnasse. Et oui. Et aussi à toutes les nuances entre ces deux extrêmes. Eh bien, c'est pareil avec la cuisine. La seule différence, c'est que l'on mange 2 à 3 fois par jour ou plus. Je vais donc essayer de vous dépeindre 3 grandes familles techniques qui existent pour tromper les cerveaux en cuisine, et vous verrez que ces techniques sont parfois utilisées dans toutes les strates de la cuisine, de l'usine au restaurant étoilé. Il ne s'agit donc pas de vous faire fuir lorsqu'on utilise cette technique de tromper les cerveaux, mais bien de vous éclairer dans ce domaine, car l'unique différence entre le bon ou le mauvais usage de cette technique est de savoir si elle est utilisée avec bienveillance ou malveillance. La première grande famille, je l'ai intitulée « Les couleurs, les textures et les formes ». Une des premières choses qu'on apprend quand on cuisine, c'est qu'on mange avec les yeux. Vous le savez, on l'a souvent répété dans le monde culinaire. Donc, ça doit être beau. Plus beau que la nature, si possible. Et ça peut être très étonnant, surprenant, voire spectaculaire, c'est encore mieux. En changeant les couleurs, les textures et les formes des aliments, il est très facile de tromper les cerveaux. Et vous n'imaginez pas l'étendue des techniques et surtout des produits que nous avons, nous, à disposition pour cela. C'est d'ailleurs la plus grande famille que je vais vous présenter et aborder avec vous. Tranquille, c'est court, hein, ça va aller vite. Côté bienveillance, cela peut être fait grâce à des produits naturels, de techniques culinaires, comme je fais en cuisine. Par exemple, extraire la chlorophylle, c'est-à-dire la couleur verte d'une herbe, d'une salade, pour recréer le côté vert d'un aliment. Ou alors, je marine un petit peu mes viandes avec du jus d'ananas, ça attendrit les chairs. Je change un petit peu la texture des aliments. Ou encore, je prends toutes sortes de moules en silicone pour créer des illusions et changer la structure même d'un produit. Avec ces techniques, je peux donc maîtriser la couleur, la texture, la forme et créer autant d'illusions que je souhaite. Alors malheureusement, il ne faut pas oublier le côté malveillant. Je l'ai appelé le côté obscur de la force. Et dans le domaine des couleurs, des textures, il faut être extrêmement vigilant,
car il y a du monde. Xianthan, malodextrine, transglutaminase, nougat sec, Pectagel, Gallimate, la plus grande marque française d'agents de texture et de colorants. On propose plus d'une centaine. Évidemment, les industries en raffolent. Mais détrompez-vous, j'en ai vu aussi dans des très grands restaurants gastronomiques et on appelle ça l'armoire à pharmacie. Ces grandes boîtes blanches avec des couleurs bien rouges et une grosse tête de mort juste derrière. Alors oui, ça existe. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans les produits transformés que réchauffent malheureusement certaines brasseries comme les poudres qui servent à faire des sauces. Et beaucoup en pâtisserie. Et dans ce cas-là, vous ne savez pas et vous ne lisez pas l'étiquette. C'est quand même magnifique de voir des magnifiques choses dans des boutiques, dans des vitrines, mais vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, la première astuce, c'est déjà de lire l'étiquette quand il y en a une. C'est quand même extrêmement important, c'est la base, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi aiguiser ses sens, ne pas se fier aux apparences, et cela commence par savoir déjà que ça existe. Quand c'est trop beau et que c'est pas cher, méfiance. La deuxième grande famille que j'aimerais aborder avec vous, c'est le sel et le sucre. Et oui, c'est une famille à elle seule. À eux seuls, puisqu'il y a le sucre et le sel. Il y a une phrase que je dis souvent, c'est vrai, si quelqu'un n'aime pas quelque chose, on n'a qu'à rajouter un petit peu de sucre, un petit peu de sel, et vous allez kiffer. C'est très simple de tromper vos cerveaux avec du sel et du sucre. Côté bienveillance, par exemple, j'ajoute souvent un petit peu de sucre dans mes préparations salées. Ça donne un petit goût sucré, ça arrondit, ça adoucit, ça casse certaines fois le côté acide, le côté amer, un petit peu trop présent peut-être dans certains plats. Quand on fait des oignons, par exemple, j'adore cette petite astuce, on saupoudre un petit peu de sucre. Pareil pour les endives ou pour les choux de Bruxelles, c'est magnifique, ça rend tout délicieux et pourtant, ça ne se sent pas le sucre. Et donc, pareil pour le sel, j'en ajoute un petit peu, surtout dans les préparations sucrées, pour donner du corps aux préparations. Je vous conseille la petite fleur de sel dans le brownie, c'est merveilleux. Le problème, c'est quand on en abuse. Et là, le côté obscur revient. Oui, toujours. Et ici, alors là, il faut vraiment lire les étiquettes, mais ça ne suffit pas. Ce que je vous conseille, c'est de recréer la recette à la maison. Prenez par exemple le ketchup. Si vous refaites à la maison en respectant les proportions du ketchup que vous achetez, ça vous permet de vous rendre compte. Quand c'est vous qui mettez tout ce sucre dans la casserole et tout ce sel, le choc est immédiat. C'est immédiat parce que il y en a terriblement trop. Pour nous, professionnels, c'est donc facile de vous surprendre et de tromper vos cerveaux. Parce que, tout simplement, on en met plus que vous à la maison. Et donc, c'est meilleur. Vous êtes trop gentils. C'est tellement dur. La troisième grande famille que j'aimerais aborder avec vous, c'est les épices et les arômes. Et oui, c'est bien joli d'avoir des textures, des couleurs, du sel, du sucre. On peut faire déjà énormément de choses. Mais avec les épices et les arômes, c'est encore un autre champ des possibles qui s'offre à vous pour tromper les cerveaux. Pour commencer, avec la bonne armoire à épices, je peux vous faire voyager dans le monde entier, sans vous faire bouger de votre chaise, avec des odeurs, des saveurs, en jouant sur vos souvenirs de voyage, je peux vous emmener en Asie, en Inde, en Afrique ou dans le sud de la France, que j'aime tant, et vous vous y croirez.
Mais aussi, ça, c'est le terrain de jeu préféré des gens qui pratiquent le trompe-l'œil. C'est grâce aux arômes qui peuvent être naturels ou chimiques que l'on peut faire passer du citron pour un jaune d'œuf ou du soja pour de la viande de bœuf. Mais le pouvoir des épices et des arômes est encore plus incroyable. Comme par exemple, là j'aimerais vraiment vous faire cet exemple. Alors je sais, ça fait un petit peu de pub, mais c'est un très bel exemple. La société s'appelle Air Up. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une société qui a fait un excellent constat scientifique que 80% du goût que l'on perçoit provient en réalité du parfum transporté et décodé par le nez. Quand on a un rhume, on sent rien. On sale plus, on épice plus, on met du tabasco. Pour ceux qui ont eu le Covid, je suis sûre que vous comprendrez. Donc, ils ont conçu, eux, une gourde à laquelle on va fixer un petit anneau parfumé, juste là où on met vraiment le nez lorsqu'on boit. Et donc, on va avoir l'impression de boire de l'eau parfumée à la pêche, à la framboise, à ce que vous voulez, alors qu'en fait, c'est de l'eau. Tout simplement. Alors moi j'adore, je trouve que c'est exceptionnel pour l'obésité, ça peut changer énormément de choses, mais surtout moi ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, attention Justine, quand tu es au restaurant, quand tu cuisines, essaye d'aller encore plus loin et lorsque le plat arrive à vos yeux, il faut aussi que ça arrive à votre nez. Et ça, c'est très intéressant. Moi, ça me plaît. J'ai même travaillé avec un barman qui, juste avant l'envoi du cocktail, faisait un petit spray sur le verre et ça prend tout de suite une autre dimension. C'est assez exceptionnel. On joue encore une fois avec notre cerveau et nos sens. Bon, je ne vous parle pas du côté obscur de la force, là. Franchement, je ne vous conseille pas, car dans le domaine, c'est un peu trop évident. En gros, on peut nous faire manger du carton avec un joli goût de chocolat. Voilà. C'est les 3 grandes familles que j'avais vraiment envie d'aborder avec vous, qui regroupent des techniques et des outils pour tromper les cerveaux en cuisine. C'est un tour assez rapide, je vous l'avoue, et clairement non exhaustive, mais l'intérêt était de simplifier au maximum pour que vous vous rappeliez comment on peut tromper vos cerveaux avec la couleur, la texture, la forme, le sel et le sucre, les épices et les arômes. Avec cet attirail, un industriel peut donner le goût qu'il veut, la texture qu'il veut, avec de l'eau et de l'air. Quelquefois, ils aiment bien mettre de la farine pour nous vendre un peu plus cher, mais franchement, c'est la même chose. Donc, lisez bien les étiquettes, et pas celle de devant, ça ne sert à rien. C'est celle de derrière qui est importante. Si vous ne comprenez pas, vous allez vite apprendre. Mais c'est aussi une technique que l'on peut faire pour faire manger des brocolis à vos enfants ou à des gens qui n'aiment pas les légumes, en transformant par exemple ce brocoli en purée et en l'ajoutant dans notre brownie pour ne pas mettre d'œufs. C'est un petit remplacement, ça fait manger des légumes et ça enlève les œufs. Ça, c'est une belle technique de trompe-l'œil et ça permet beaucoup de choses. J'ai plein d'astuces, mais tout à l'heure. C'est magique. Et c'est aussi ce que l'on aime des chefs, c'est que ça crée finalement la surprise. Ça crée aussi l'imagination. C'est aussi de l'émotion. Il va se passer quelque chose quand vous allez au restaurant et qu'un bon chef vous sert une assiette qui vous trompe, qui vous crée une illusion. Eh bien, ça va vous marquer. Vous allez avoir un souvenir. Et ça, c'est quand même exceptionnel dans notre milieu. Pour ça, et rien que pour ça, c'est aussi pour ça que je fais ce métier, parce que vraiment, c'est quand même incroyable de pouvoir tromper vos cerveaux de façon bienveillante et bien au contraire pour vous régaler. Donc, rappelez-vous, toujours que quelqu'un a cuisiné pour vous et que vous lui donnez votre confiance pour cela. Donc, ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. Merci.